Le rôle de l'assureur que nous sommes est de protéger la population des aléas de la vie quotidienne. Chez nous, humanité, professionnalisme et diligence sont les maîtres mots de notre travail au quotidien. Nous sommes Activa Assurance. Nous sommes passionnément clients. Activa Assurance, passionnément client. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Salon Patriotique, votre rendez-vous de réflexion, de dialogue et d'inspiration citoyenne sur Bravo Télévision. Comme toujours, nous vous remercions d'être très nombreux à nous suivre avec le soutien de notre partenaire Activa Assurance, société à laquelle moi, ma famille et mes biens sont assurés et je vous invite d'ailleurs, chers téléspectateurs, à faire comme moi. Protégez-vous, protégez vos proches et vos avoirs avec Activa Assurance pour vivre l'esprit tranquille. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème porteur d'espérance et d'engagement. J'ai cité de la philanthropie à l'action. Comment la Fondation Mon Secret transforme la société congolaise. Dans une époque où notre pays a besoin de gestes concrets et de solidarité active, certaines personnes choisissent d'agir plutôt que de se plaindre. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, le président de la Fondation Mon Secret, une organisation qui redonne le sourire à des milliers de Congolais à travers le pays. Aussi à travers ses actions humanitaires, éducatives et sociales. Mais avant d'entrer dans le vif de cette émission, je vous prie de suivre le portrait de notre invité. Dans un monde où la solidarité devient rare, un homme se distingue par son cœur, grand ouvert, et son engagement envers le plus vulnérable. Jean-Bernard Boula-Boula, président de la Fondation Mon Secret, est connu de tous sous un nom plein de sens, Papa Social. À la tête d'une organisation aux multiples départements, il consacre sa vie à redonner espoir à ceux que la société oublie. Sa fondation abrite un orphelinat où les enfants sont non seulement nourris et logés, mais aussi scolarisés jusqu'à l'université. Certains, une fois adultes, sont accompagnés jusqu'au mariage, preuve d'un suivi humain et complet. La Fondation Mon Secret se tend également à l'assistance de veuves et de filles mères, leur offrant un encadrement, une formation et une nouvelle chance de se relever dignement. Diplômé dans plusieurs filières, notamment en gestion de ressources humaines, Jean-Bernard Boula-Boula met son savoir au service de son engagement social. Son parcours est celui d'un homme de foi, de vision et d'action. Un modèle d'amour et de dévouement et une sens de responsabilité. Jean-Bernard Boula-Boula, Papa Social, est aujourd'hui l'invité du Salon Patriotique. Je reçois pour vous aujourd'hui Jean-Bernard Boula-Boula, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Dieu fait grâce. J'espère que vous allez aussi bien. Oui, nous aussi, nous allons bien. Nous nous accrochons. Très content de nous revoir aujourd'hui. Merci surtout, monsieur le président Bernard Boula-Boula, d'avoir accepté notre invitation ici au Salon Patriotique. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer la Fondation Mon Secret? Merci beaucoup. C'est premièrement moi qui vous remercie pour la considération que vous avez portée sur moi. Comme vous l'avez dit, c'est monsieur Boula-Boula, le président fondateur de la Fondation Mon Secret, et une fondation qui est trop plus focalisée à l'aide humanitaire, qui héberge des orphelins, qui soutient des veuves, des filles mères, ainsi que toute personne vivant dans la difficulté. Voilà. Votre question, vous avez posé la question de savoir... Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer la Fondation Mon Secret? Ce qui m'a inspiré de créer la Fondation, c'est toute une histoire. C'est une histoire. Vous savez, chaque chose a toujours son origine. Je n'ai pas créé cette fondation comme tout le monde a créé, mais sur base d'un vœu que j'avais fait à Dieu. Ces vœux, je ne l'avais pas reçu au hasard, mais plutôt c'est sur base des réalités que j'avais subies dans la vie.
j'ai subi des réalités. Ces réalités qui m'ont juste boosté de décider que moi, je dois aider les orphelins. Entre autres, je n'ai pas eu la chance trop plus parce que j'ai grandi plus à côté de la grand-mère. La grand-mère qui était pour moi père-mère. C'est la grand-mère qui m'a tout fait. La vie était compliquée. Vous savez, je n'ai pas eu la chance trop plus d'avoir de l'affection parentale. Je n'ai pas trouvé cette occasion-là parce que deux fois, le parent, aujourd'hui ils sont ici, aujourd'hui ils sont là-bas. On était plus avec la grand-mère. Et à un certain moment, elle se débattait, elle vendait de Brest, et ceci, cela, la vie était compliquée. Vous savez, elle était veuve à son état. Je me rappelle un jour, elle a effectué un petit déplacement pour aller chercher quoi, revenir et revendre. Nous, on est restés avec la petite sœur. Tout ce qu'on avait pour vivre était fini. Je me rappelle ce jour-là, la nuit, je suis parti voler la papaye, qui n'était pas encore dans l'état de manger, d'être mangée. Et il y avait déjà le propriétaire qui dormait. Je suis monté là avec une gibecière. Je monte là-bas et quand ils ont senti les mouvements, et moi je me suis jeté, j'étais blessé partout. Et quand je rentre, ma sœur me dit, bon, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il y a risque de perdre la vie. En dehors de la famille restreinte, nous avons au moins la famille élargie. C'est là que nous sommes partis chez un frère à notre grand-mère qui travaillait à notre aide dans le temps. Il avait beaucoup d'argent. Mais quand nous sommes partis, malheureusement, on ne nous a pas servi. Et il y avait les domestiques qui préparaient, ils se sont servis SL, et le propriétaire de la maison. Nous, on était placés à côté où il y avait les odeurs des urines. Vous voyez ça? Et lorsqu'on a commencé à pleurer, c'est l'un des oncles paternels qui va venir. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Non, on ne nous a pas servi. On ne nous a pas servi. Et puis on était mécontents. C'est là qu'on va nous présenter les dormas déjà fermentés, moisis. Et ça dégageait une odeur purement nauséabonde. Et ma sœur a dit, tu n'as pas le choix, tu dois manger. Il y a 5 jours qu'on n'a pas mis quelque chose sous la dent. Nous sommes obligés. On a mangé, mais moi j'ai dit, mais avec les odeurs, on va vomir, on ne fera rien. Elle me dira, tu vas prendre les charbons, tu broies, comme ça tu vas exterminer de la nausée. J'ai expérimenté. Après avoir mangé, nous sommes sortis. Au sorti de la parcelle, j'ai vomi. Et quand j'ai vomi, et des fois quand je relate cette histoire, ça me provoque des émotions. Et elle m'a tenu aux hanches. Elle a dit, moi aussi, je vais vomir. Parce qu'on a commencé à pleurer, disons. On ne pleurait pas parce qu'on n'a pas mangé. On pleurait pourquoi on n'a pas eu la chance d'être affecté par le parent. Parce que vous savez, même quand les parents n'ont pas de moyens, mais quand vous êtes à leur côté, ça rassure. Mais malheureusement, nous, on n'a pas trouvé cette occasion-là. Et on est rentré en train de pleurer. Arrivé quelque part, chose grave, étonnante, c'était qu'on va trouver un groupe d'enfants dans la rue. Moi, je les appelle les anges. Je les ai trouvés là, on était à Lambeau, des habits déchiquetés, et tout ça par-ci, par-là. Il y avait des poux dans les habits. Je vais voir quelques-uns d'entre les enfants qui étaient dans la rue, les anges, que vous appelez Fazer. Et il est venu, il nous a demandé à manger. Moi, j'ai dit, pourquoi vous nous demandez à manger? C'est parce qu'on a faim. Et tout le monde qui a faim doit être dans la rue? Non, c'est parce que nous sommes des orphelins. Et là, j'avais compris. Je dis à ma soeur, c'est nous qui avons des parents, on subit la vie, alors ceux qui n'en ont pas. Et c'était le jour que j'avais compris qu'être orphelin, ce n'est pas perdre le parent, perdre ses géniteurs, n'est-ce pas? Mais c'est aussi vivre sans appui, quoi que les géniteurs soient là. C'est là que je m'étais décidé. À chaque fois que je priais, n'est-ce pas? Je vous surprends quelque chose, c'est que ma façon de prier avait même rendu stupéfait le membre de notre église dans le temps. Et dans chaque groupe d'intercession, quand il y a une requête, moi je demandais à Dieu, donne-moi beaucoup d'argent. Moi je vais aider les orphelins, les enfants de la rue. Et quant à ce, j'ai été interpellé par le pasteur, me dit, mais il faut demander, c'est le modérateur. Et là je vais dire, mais le modérateur demande ce qu'il veut. Mais moi je ne veux pas demander ce que lui veut. Je demande ce que moi je veux. Ce que je veux, c'est avoir l'argent. Si j'ai le moyen, je vais créer un cercle. Je vais ramasser les enfants qui sont à la merci du prédateur dans la rue. Je vais les ramener, je vais les héberger, je vais les scolariser, je vais les nourrir avec mon argent. Et j'ai même dit au pasteur dans les temps, même si je ne connais aucun verset de la Bible, il suffirait qu'un enfant mange le pain, s'habille, habite dans la maison, tout ça, les produits de mon sacrifice. Il va dire Dieu merci. Et Dieu n'a pas cité parce qu'il a lu Apocalypse, mais plutôt parce que moi j'ai souffert, je me suis sacrifié, j'ai transpiré,
j'ai gagné le pain, j'ai gagné de l'argent, je lui ai offert ces cadres. Et le pasteur m'avait béni. Et pour être bref, Dieu avait fait grâce. Et après avoir décroché mon diplôme d'État, c'est là que la voie va s'ouvrir. Je dois partir à l'étranger. Et là-bas, je partais toujours avec un seul objectif. N'est-ce pas? Moi, quand j'arrive en France, la première des choses que je vais faire, c'est avoir l'argent pour venir aider les orphelins. Et c'est là, comme moi je suis chrétien, un chrétien pratiquant, pas un chrétien de jeûne de 100 jours. Je ne suis pas contre ça, mais tout à fait, ça fait partie aussi des éléments qui appauvrissent les gens et qui rendent trop plus les enfants de Dieu inaptes à aider les autres, surtout à aider la société. Et moi, j'ai dit, pour moi, gêner, c'est me sacrifier pour l'autre. Et quand je souffre pour les autres, quand je fais peiner mon corps pour que les autres survivent, pour moi, c'est gêner. Et c'est là que Dieu a fait grâce, il a écouté ma prière et il avait mis à ma disposition ce que je lui avais demandé. C'est là que je dois revenir dans le pays. Quand je reviens dans le pays, je dis, ce que je gagne, je ne l'ai pas gagné parce que Dieu a vu ma souffrance. Parce que si c'était là été le cas, au moment où je manquais les pantalons, au moment où je manquais des amis, et aujourd'hui je peux avoir une relation, donnez-moi 1 euro, il me donne. Mais aujourd'hui, cet argent, je comprends que c'est pour les orphelins du Congo. Et si je le dépense, ils seront le plus malheureux. C'est là que je crée cette fondation, Mon Secret, qui au-dedans, il y a orphelinat, qui est mon secret aussi. Justement, si je comprends, c'est le fait là d'avoir connu une enfance un peu difficile, marquée par la précarité, la souffrance, qui vous a poussé à la création de la fondation. Mais dites-nous, Président, c'est quoi la philosophie ou le message caché dans le nom Mon Secret? Pourquoi Mon Secret? J'avais compris une chose. Vous savez, moi étant chrétien, j'avais réalisé que dans la vie, j'ai essayé un peu de sonder, d'entrer dans les secrets, dans le plan de Dieu. J'ai compris que Dieu ne travaille pas avec les inaptes. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, il ne faut pas demander ce que vous voulez pour vous-même, mais sacrifiez-vous pour les autres. C'est-à-dire, je tirais ça dans le livre des Psaumes 41, verset 1er, jusqu'à là-bas où on dit « Errer, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres ». Vous voyez qu'il y a un message caché. Si vous voulez être erré, il faut s'intéresser aux pauvres. Et les jours du malheur, l'Éternel le délivre. Ce qu'il y a, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Demain, le malheur nous attend. Et le secret, c'est que si moi je m'intéresse aux pauvres, je m'intéresse aux orphelins, quand sera le jour de mon malheur, l'Éternel me délivrera. Et c'est que vous, ce n'est pas seulement mon secret, c'est votre secret aussi. À chaque fois, quand vous voulez devenir, vous voulez atteindre, vous voulez échapper à des défis majeurs qui nous attendent. Toutefois, sacrifiez-vous pour les autres. C'est un secret de la réussite. C'est mon secret, c'est votre secret, c'est le secret de tous. Mais selon vous, est-ce que la philanthropie a encore vraiment sa place dans le développement de la société congolaise? Oui, effectivement. C'est laquelle? Je vais vous dire une chose. Je vais vous donner une illustration. Premièrement, ça va dans le cercle de lutter contre l'insécurité dans le pays. Je voudrais donner un exemple typique, n'est-ce pas? Vous voyez, vous êtes là, dans un quartier, il y a une dame qui est vendeuse de braise, n'est-ce pas? Vendeuse de pain. Et cette dame-là subvient aux besoins de ses enfants, entre autres les études de ses enfants, la maison et tout consort. Son capital est de 100 000 francs congolais. Elle va aux usines, que je ne vais pas faire la publicité ici, elle s'en procure de pain, elle revient, elle prépare, les enfants mangent. Mais il y a la voisine qui ne fait rien, qui n'a rien. Et tous ses enfants sont dans la rue. Et lorsqu'il y a des antécédents entre les deux familles, il y a la dame là de pain, vendeuse de pain, dit « Moi, je ne suis pas pauvre. Hein. Ne crois pas que je suis pauvre. » Vous savez pourquoi? Parce que moi, je mange bien, je suis ceci, c'est ça. Un jour, maintenant, la dame, quand elle sort, les enfants qui n'étaient pas nourris, qui n'étaient pas scolarisés, sont dans la rue, ils l'ont attrapé. Et ces enfants dans la rue vont ravir à cette dame tout ce qu'elle avait, l'argent. Et la maman revient à la maison en train de pleurer et n'est plus à mesure de souvenir aux besoins des enfants, entre autres l'éducation et autres. Et puis, on dit, mais toi, tu nous insultais que tu n'étais pas pauvre, qu'en est-il aujourd'hui? Mais moi, quand je viens avec cette vision, Fondation Mon Secret, orphelinat Mon Secret, et quand je viens, je trouve un enfant qui devrait être l'insécurité contre lui-même et contre le monde. Je récupère cet enfant-là. J'ai contribué premièrement au développement du pays. Parce qu'un enfant dans la rue, il n'est pas seulement
une sécurité pour lui-même, contre lui-même, mais il peut être un danger pour le monde. Même contre le président de la République, si vous voulez le savoir. Les enfants qui sont dans la rue là, ils peuvent tout faire. Parce que le président de la République a sa famille. Sa famille a la famille a la famille, jusqu'au au bas niveau. Vous voyez ça? Vous passez quelque part, vous trouvez qu'on a décapité quelqu'un. Et le président ne sera pas content. Quand un Congolais de Kingasani, de quelque part où il y a de l'insécurité, est décapité, blessé par un colonna, il est mal à l'aise. Pourquoi il est mal à l'aise? Parce qu'il y a un citoyen qui devient l'insécurité contre les autres. Et maintenant, quelle est la thérapie? Et ce qu'il faudrait récupérer cet enfant, l'offrir un cadre. Et ça fait partie des éléments majeurs pour le développement de ce pays. Donc la philanthropie a encore sa place au sein de la société. Tout à fait, dans les développements. Dans les développements. Mais quelles sont les actions que la Fondation Mon Secret a déjà réalisées jusqu'ici? Parmi les actions, premièrement, j'en tiens trop plus parce que je n'en tiens pas trop compte de dire que je fais nourrir et tout ça. Même quand ces enfants-là sont dans la rue, ils mangent mieux que ce que je leur donne. Parce que là-bas, il y a même les gens qui leur donnent l'argent. Vous passez comme ça, vous donnez au nom de Jésus. Et là, je vais aussi parler de ça. Les gens qui donnent l'argent aux enfants de la rue, Dieu n'est pas content. Ils les détruisent. Il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Quand vous partez dans d'autres pays, on a eu la chance peut-être de fréquenter, vous allez trouver, on a mis des panneaux. On ne donne pas à un enfant de la rue l'argent. Surtout dans des pays anglophones. On ne donne pas à un enfant de la rue l'argent. On donne l'argent à la famille d'accueil pour que la famille récupère l'enfant. Plus quand vous donnez l'argent à l'enfant dans la rue, c'est une centrale d'éducation diffuse. L'enfant apprend à insulter, apprend à fumer. Quand il fume, il encaisse plusieurs éléments qui constituent une base malheureuse en lui. Et autrement, l'enfant demain, il devient Koulouna. Il tient la machette. La machette, là, c'est quoi? C'est le diplôme. Il vous coupe, Maman Denise, t'allez la Bissoli Cambo. Et vous avez oublié que c'est vous qui avez investi dans cet enfant. C'est vous qui payez le loyer de l'enfant dans la rue. À la place de donner à un enfant de la rue, tu l'amènes dans un centre d'accueil. Parce que là-bas, même quand tu ne viens pas avec tous les jours, mais du moins, il va vivre dans le frais généraux. Soit tu l'amènes chez soi. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé jusque-là? C'est là que je suis en train de partir. C'est pourquoi je disais, dans la rue, ils mangent mieux à partir de ce que vous leur donnez au nom de Jésus, en les détruisant. Mais il peut dire, je mange le ngoulou, il mange, l'intaba, il mange. Mais là-bas, je peux lui imposer le matembe. Il n'a pas le choix. Mais ce que j'offre à cet enfant, c'est la connaissance, la base. Parce que la richesse, ce n'est pas de l'or, de ceci, cela, c'est l'expertise. L'expertise, on l'acquis au travers de l'éducation. Moi, j'ai offert un cercle éducationnel aux enfants. La preuve en est qu'il y a des enfants qui sont des licenciés. Si vous entrez sur votre page Facebook, écrivez Jean-Paul Malmalou. Mais c'est un licencié. Il a fini à Juji, à l'université, quand vous montez vers Inikin. À droite, il a fait mention de grande distinction. Vous voyez ça? Il a fait mention de grande distinction. Quand il y a eu des offres de l'inspection générale du travail ici, il a postulé. C'est 28 000 candidatures pour toute la République. Si je comprends, au sein de la fondation, il y a aussi l'orphelinat là-dedans. Oui. Parlez-nous un peu de la structuration de voilà. Là c'est une bonne chose. Oui. Parce que je puisse un peu finir avec la question que vous m'avez posée. Allez-y, je vous en prie. Il est licencié aujourd'hui. Il a sur 28 000 candidatures pour toute la République. Il y a eu 2300 qui ont été retenus, dont il faisait partie. Et aujourd'hui, il est inspecteur du travail. Il mange sel, il subvient sel. C'est parmi les cadeaux que j'ai offerts à la République. Et en dehors de ça, nous avons des licenciés et des licenciés. Aujourd'hui, cette année, il y a une qui a fini à l'ISJ, en marketing et gestion des entreprises. Cette année même, il y a 4 qui ont eu les diplômes d'État. Vous voyez ça? Qui ont eu des diplômes d'État. Vraiment énorme. Voilà. Maintenant, cette année, il y a 4 qui sont à l'université. Vous voyez ce que j'ai offert à ces enfants? Je les offre un cercle éducationnel. Alors, c'est comme on a toujours dit, que de lui donner le poisson. Tout à fait. Parce que s'il apprend à pêcher, pêcher. demain, lui-même pêchera, il lui reviendra tes deux. Vous voyez ça? Voilà. La structuration de la fondation. La fondation Orphelinat, c'est mon secret. C'est une fondation qui héberge plusieurs départements. Et il y a le département de l'orphelinat. Il y a le département de l'orphelinat. Bien que l'appellation commune
Tout le monde appelle l'orphelinat, l'orphelinat. Mais en réalité, l'orphelinat, c'est un département, n'est-ce pas, au sein de la fondation. Un département qui s'occupe des enfants orphelins, voire aussi les enfants abandonnés de la rue et tout ça. Ça fait partie. Nous avons aussi un département de filles-mères. Le département des filles-mères, comme ceux qui savent bien, nous avons des filles-mères, surtout la plupart, ce sont les enfants des filles, les enfants des militaires, les filles qui ont été engrossées. Et après quoi? Parce que des fois, la souffrance fait perdre l'intelligence. Et à cause de ça, on perd le contrôle parce qu'on est souffrant. Et puis, on encaisse n'importe quoi. Et ces enfants, devons-nous les jeter? Non, la fondation les accueille. En dehors de ça, nous avons le VEV. Le VEV que nous encadrons au sein de la fondation. Mais les VEV ne sont pas hébergés. Les filles-mères ne sont pas hébergées, mais ceux qui sont hébergés là-bas à l'orphelinat, ce sont des orphelins. Les orphelins vivent sur place dans la fondation. Maintenant, les filles-mères sont dans leur famille, chez quelqu'un, chez tel, mais ils sont sous responsabilité de la fondation orphelinat, c'est mon secret. Comment vous choisissez les bénéficiaires de projets ou de la fondation? Comment vous faites? Quels sont les critères? Les critères, je voudrais commencer par les orphelins. Parce que c'est ça même la base primordiale. Les orphelins, les enfants, moi je ne les appelle pas les orphelins, ce sont les anges. La loi les appelle, on les appelle les pupilles de l'État. Les pupilles de l'État. Tout à fait. Oui. Je ne préfère pas les appeler orphelins. Comment nous les recevons? Ils proviennent par plusieurs voies, mais canalisés par une seule centrale. Il y a des enfants qui proviennent de familles. Il y a des enfants que moi-même je trouve dans la rue, par exemple. Et vous les ramassez? Oui, je les trouve, ils me demandent l'argent. Moi, je dis, moi, je ne donne pas l'argent, mais je te donne la vie. La vie, c'est t'amener dans mon orphelinat, dans mon centre, et je t'amène à l'école. Et à l'école, tu étudies. Je crois que j'ai envoyé même des images que vous allez balancer. Je suis avec eux à l'école, à l'Athénée de la Gombe, une très belle école. Et vous allez voir. Oui, les images passent déjà. Voilà. Oui, nous les voyons. Et puis, ils étudient là. Et quand nous recevons ces enfants, ils doivent passer par les services sociaux ou les tribunaux pour enfants, les services sociaux. Les services sociaux vont établir les documents qu'on appelle les documents d'hébergement provisoire de l'enfant. L'enfant doit être provisoirement, parce que ça c'est un centre provisoire de l'enfant. L'enfant est censé être dans la famille. C'est comme ça que nous recevons des enfants. Et quand vous êtes là, votre frère, on ne le souhaite pas, et quelqu'un de la famille, papa est mort, maman est mort, et que le membre de la famille qui reste, vous vous retrouvez dans l'incapacité d'assumer la responsabilité pour la survie de ces enfants. Au lieu de jeter les enfants dans la rue, vous sollicitez l'hébergement de ces enfants auprès de mon orphelinat. Alors là, je vous dis, vous passez par les services sociaux. Service social vous établit un document. Et là, il y a aussi des enfants que l'État lui-même nous envoie. Il y a les enfants que l'État nous envoie. Ça, c'est dans l'aspect des enfants qui sont sans le parent, qui sont hébergés. Pour le fille-mère, comment vous travaillez avec les filles-mères et les veuves? Comment vous faites? Avec le fille-mère, nous avons ciblé un certain nombre parce que on n'a pas de moyens, bien sûr. Nous avons ciblé un certain nombre. Nous sollicitons quand même aussi les gens de bonne volonté. Ils viennent transmettre de la formation. Et comme en 2021-22, si je ne me trompe pas, il y avait une formation coupé-couture. Une formation coupé-couture. La formation coupé-couture, on les avait offert de machines à coudre. Il y avait plus de 200 filles-mères. Et après la formation, chacune de filles-mères avait reçu une machine à coudre pour qu'elle devienne autonome. Vous savez, quand elle travaille, en travaillant, elle ne va pas penser à aller au faux rendez-vous. Elle est concentrée. Voilà, c'est de cette manière-là. Mais quels sont les secteurs prioritaires sur lesquels vous vous concentrez? Les secteurs prioritaires, c'est la santé, l'éducation. Voilà.
Donc, pourquoi est-ce que vous vous concentrez, vous figez vraiment? Moi, on est trop plus sur l'éducation. Oh, l'éducation. L'éducation, parce que c'est l'éducation. La santé, c'est tous les jours. La santé, c'est tous les jours. Parce que si on n'entretient pas la santé, comment on va étudier? Vous voyez ça? Bien qu'il y a de majeures difficultés, vous savez, dans notre pays, c'est très difficile. Parce que des fois, vous arrivez dans un hôpital, on vous dit... quand on entend seulement « et un orphelinat on vous donne beaucoup d'argent par Tshisekedi, tout ça, tout ça. L'État vous donne beaucoup d'argent et ceci, cela. » Ah bon? Quelles sont les... Ah, ce sont là les difficultés que vous... Mais il y a des gens qui disent « Mais vous savez les jours que j'ai réussi quand la première dame est venue à la fondation. » Ah, vous aviez été visité par oui, la première je vais dame. vous dire. Mais c'est tout le monde qui m'appelait de partout. Achetez la parcelle, achetez ceci, achetez ceci. Mais je lui dis non, il n'y a pas la parcelle. Oh, on vous a laissé l'enveloppe. La première dame n'a pas laissé l'enveloppe à l'orphelinat, c'est mon secret. Ok. Elle a laissé de vivre. Vraiment, c'était en grande quantité, bien sûr. Ok. Elle a laissé de vivre. Mais du moins, elle avait promis. Et les partenaires de la fondation, où c'était une action spontanée, sporadique, accidentelle? Bon, si je parle que le partenaire... Elle n'est pas vraiment partenaire. Non. Nous les souhaitons. Nous les souhaitons qu'elle soit partenaire. Que les actions de la première dame ne soient pas superficielles, partielles, mais que ce soit des actions contrastées. Entre autres, je parle du partenariat. Parce que c'est ça son champ de bataille, les sociales. Vous voyez ça? Et tout le monde, j'étais jeté de pierres de partout. On vous appelle aux États-Unis, on vous appelle ceci, ceci, c'est là. Mais effectivement, la première dame avait promis. Elle a même pleuré. Ok. Elle vous a laissé des millions. Oh, ben elle dit, mais ça, non, on va trouver la solution. Elle a donné les dossiers à la disposition de son chargé de communication, M. Bienvenu, le chargé de communication du bureau de conjoint des chefs de l'État. Monsieur Bienvenu. Monsieur Bienvenu. Oui, Monsieur Bienvenu. Il vous écoute aussi maintenant. Ah oui. Monsieur Bienvenu que j'ai appelé. Je l'appelle un jour, il me dit non, écrit, maman est dans la réunion, comme ça, elle va lire ça. Et après, j'ai trouvé que je suis désinstallé du système. Quand je regarde, je ne suis plus, je ne sais pas, il m'a bloqué. Ah bon? Il m'avait bloqué, Monsieur Bienvenu vous a bloqué sur WhatsApp? Oui, parce que ça devenait un dérangement pour lui. Moi, je dis, mais la promesse de la première dame. Maintenant, vous voyez maintenant que c'est tout le monde qui sait que le passage de la première dame dans un orphelinat. Mais ça, là, c'est une façon de donner raison à tous ceux qui critiquent l'entourage, notamment du chef de l'État. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Vous savez, aujourd'hui, ne l'aide pas aussi. Même parce que comment expliquer quelqu'un qui bloque? Parce que voilà, la première dame lui aurait promis de réaliser ça comme projet. C'est ça qui s'est fait. C'est ça même la chanson, l'hymne national. C'est-à-dire, aujourd'hui, même aujourd'hui, quand vous attaquez Tshisekedi, même un autre président qui viendra sera attaqué. Il sera toujours ceci, cela. Le problème, c'est quoi? Critiqué. Il sera critiqué. Vous voyez l'entourage. Je l'ai toujours dit, je l'avais dit la fois passée. Je sais ce qui est arrivé. Mais la seule chose, c'est que nous, on ne va pas se fatiguer de le dire. Tout à fait. La seule chose, le chef de l'État a une vision claire. Si aujourd'hui, on ne parle plus de l'opposition à ce pays, on dit que non. Parce que qui dit l'opposition, c'est politique, non? Ils cherchent le pouvoir. Malgré qu'ils utilisent les mots peuple comme un code pour verrouiller son téléphone, avoir accès dans les applications, mais ils veulent le pouvoir. Mais si tout le monde là s'aligne à la vision de ce monsieur Félix Tshisekedi, c'est un homme bon. Il a une vision, je vous dis vrai. Il a une vision de booster ce pays. Récemment, on vous a vu aussi avec le chef de l'État. Aïe. Vous me cherchez encore des problèmes. Ce ne sont pas de problèmes. Oui. Non, là c'est... Oui. Vous savez, chef de l'État a besoin de gens qui ont besoin d'accompagner sa vision. Vous savez ça? Qui ont besoin de lui accompagner. Vous savez, aujourd'hui, si chef de l'État a besoin de nous, de personnes comme nous, bien que nous sommes trop plus empêchés, parce que là-bas, pour voir le chef de l'État, là, même quand c'est le chef de l'État lui-même qui vous a appelé, mon frère, il faut voir des exigences. Vous pouvez arriver là-bas, on vous dit que pas cette couleur de veste. Ah bon? Ah, mais je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Ah bon? Et là, moi, je suis trop prudent. Quand j'arrive dans ma voiture,
J'ai déjà préparé ça, j'ai déjà préparé ça. Vous dites, ces gens dans ma voiture, je me change. Il y a une discrimination là. Parce que je me dis, récemment, on a vu le boxeur congolais, mais bien sûr américain, quand il a été reçu par le chef de l'État, on a vu dans son équipe une dame qui était vraiment pas habillée décemment, mais quand même... Est-ce que vous savez que les prioritaires sont les étrangers dans ce pays? Qu'on interdise quelqu'un pour la couleur de sa veste. Est-ce que vous savez que les prioritaires sont des étrangers dans ce pays? Moi, je sors de chez moi, je démarre ma voiture. Des fois, tu dis à Dieu, fais-moi grâce de partir et de rentrer. Parce que tu as peur dans ton pays de marcher. Un étranger est plus protégé que moi qui est l'originaire de ce pays. Ça, c'est déplorable. Ça. Voilà. Je voudrais qu'on retourne toujours dans... C'est-à-dire... Je vous en prie. Voilà. Ici, beaucoup d'exigences là à la présidence. Beaucoup d'exigences. C'est compliqué. Mais seulement, moi, mon plus grand souci, c'est que je pense que je dois faire de mon mieux pour de nouveau rencontrer la première dame et aussi... si possible, si on va encore nous faire une occasion de rencontrer le président de la République, la seule chose que je veux, c'est qu'il voie les secteurs du ministère social, des affaires sociales. Ok. C'est un ministère qui est par terre. Ah bon, le ministère des Affaires sociales est par terre? Il n'y a rien, mon frère. Le ministère est mal dirigé? Je vous dis, il n'y a rien. Je vais arriver là. Vous accusez celui qui chapeaute ces ministères de quoi? Bon, jusque-là, je ne l'ai pas encore accusé, mais jusque-là, je ne l'ai pas encore accusé parce qu'elle vient d'accéder, Madame Bazaïba, elle vient d'accéder à la tête de ce ministère des Affaires sociales. Mais je ne veux pas qu'elle reprenne les horaires de celles qui étaient avant elle. Il y a eu 2 bavires, entre autres... F. Bazaïba, nous le savons tous que c'est une dame qui est très efficace. Moi, je savais c'est que la proposition, la recommandation que moi je devrais accéder à la tête de ce ministère, il faut au préalable faire ce qu'on appelle l'état des lieux. L'état des lieux, vous ne le faites pas seul, vous créez un partenariat, un cercle partenarial. Dans ce cercle, elle doit s'associer au ministère de l'Intérieur, premièrement. Deuxièmement, il va travailler avec le ministère de formation professionnelle. C'est aussi un ministère budgétivore, je ne connais pas pourquoi. Il y a aussi le ministère, il y a tant de ministères. Le ministère de la jeunesse aussi, genre famille et enfants aussi. Et étudier ensemble un projet. Élaborer un projet. Avant ce projet, faire l'état des lieux et savoir combien de jeunes sont dans la rue. Et pourquoi ils sont dans la rue. Et en distinguer des catégories. Après quoi revenir? Parce qu'avec le ministère de l'Intérieur, vous allez travailler avec le chef du quartier, le chef de la rue, savoir de réalité, qui sont des orphelins et qui ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des orphelinats, c'est parce que l'État n'en a pas. Pour toute la République, il n'y a pas un orphelinat de l'État. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Alors maintenant, qu'est-ce que Madame... F. Bazaïba, ministre des Affaires sociales, que j'ai salué de loin, peut faire. S'associer avec ces ministères, la jeunesse, professionnelle, comment on appelle ça? Voilà, formation professionnelle, oui. Culture et art, intérieur. Intérieur, c'est juste pour les accompagner à l'exécution de ces projets. Faire l'état des lieux, descendre dans le riz. Identifier les enfants qui sont dans des lits. Pas faire comme Ngobile avait fait la fois passée. Identifier, c'est arrêter tous ces enfants-là. Vous les arrêtez pour les amener où? Parce qu'ils vous disent que nous n'avons pas où nous mettre. Vous les mettez dans les cachots. Demain, après, vous les sortez. Et les policiers qui sont là dans les cachots, ils vont fouiller ces enfants-là, sortir tous ceux qu'ils ont amassés dans la rue. Et après quoi, ils vont les retourner. Non mais là, ce ne sont pas des Koluna qui ont été arrêtés. Mais je vous dis, les problèmes, c'est ce que je vais arriver. J'attendrai cette question-là. Oui. Peut-être vous confondez avec les Koluna qui ont été récemment arrêtés et puis transférés à Kanyamaka. Non, et aujourd'hui, ils nous sont importants dans la société. Parce que nous voyons ce qu'ils là, je félicite. Oui. Je vais arriver. C'est aussi une autre question. Okay. Maintenant, ici, je voudrais, sur l'état des lieux, après l'état des lieux, identifier les catégories, savoir combien de nombre de jeunes qui sont dans la rue. Et retourner ensemble, élaborer un projet d'ensemble. Après ce projet, soumettre ce projet au président de la République. Et après, quand le président de la République va approuver ce projet, remettre ce projet au gouvernement. Et après, présenter le projet à l'Assemblée. Et puis, lorsqu'on va décanter les fonds, il faut créer un espace
avec cet espace, vous savez ce qu'il va faire? Le ministre des Affaires sociales, je crois qu'il va m'écouter, il va me suivre. Vous allez, les sols et sous-sols appartiennent à qui? À l'État. Bien que cet article a été déjà décanté de la Constitution, il n'y a plus dans la Constitution, on a déjà enlevé ça. C'est l'article 9, les sols et sous-sols appartiennent à l'État. Ça n'est plus dans la Constitution. Alors ça, c'était un autre débat. Alors je ne veux pas entrer en ça. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a des concessions à Maluku, là-bas, par-ci, par-là. Prendre 80 hectares, 50 hectares, en construire d'abord des maisons d'habitation, vous hébergez tous ces enfants. Vous créez des centres de formation professionnelle. Et après avoir créé cela, vous partez maintenant dans des rues, vous ramassez tous ces enfants-là et vous les soumettez là-bas. Voilà. Tout ça. N'attendez pas seulement que l'enfant atteigne 14 ans et tenir la machette et quand il voit décapiter et puis lui mettre au cachot la menace. C'est ce que vous estimez que Madame la ministre Eve Bazaïba peut faire. Voilà, elle doit anticiper. Le message est passé. Mais dites-nous, comment la Fondation s'organise-t-elle pour mobiliser les ressources afin de financer ces activités? Ok, accordez-moi une minute. Je vous en prie. Alors, lorsque vous voyez les enfants qui sont dans des rues, des mamans là qui utilisent des enfants dans la rue, vous savez ce qu'il faut faire? On les arrête. Pas pour le mettre au cachot. On les amène dans les centres professionnels. Arrivé là-bas, la maman là apprend à coudre. Et l'enfant est dans un orphelinat. Et là, Madame Bazaïba doit travailler en collaboration avec tous les orphelinats qui existent. Tous les orphelinats qui existent. Parce que comme l'État n'a pas d'orphelinat, ces gens-là, de leur volonté, ils ont des orphelinats. Alors, madame doit être là avec eux, elle va travailler. Qu'est-ce qu'il doit faire? On arrête l'enfant, on envoie là-bas. Et la maman, quand elle travaille ici, elle apprend ici. À la place d'aller demander, apprendre à l'enfant à demander demain l'enfant devient voleur. Et quand la maman apprend, son idée c'est que mon enfant est dans un orphelinat, je dois être performante de la sorte que une fois commencé à travailler seule, je vais récupérer mon enfant. Quand la maman finit à étudier, vous lui dotez une machine, elle est quelque part en train de travailler et là la maison, la garantie pour la maison, elle part récupérer son enfant. À la place d'être encore dans la rue pour former son enfant à devenir criminel, la maman a maintenant l'enfant chez elle. Vous voyez que là, c'est la République qui a gagné. C'est ça même le développement. Les développements, ce ne sont pas tous ces détails que vous voyez. Oh, à Nairobi, papa. Les développements, ça commence par la base. La base, ce sont des petites choses qui sont ignorées. Madame Eve, elle vous a suivi, elle vous a écouté. Mais dites-nous, qui vous finance? Ah, là, c'est quelque chose, une très belle question. Vous savez, aujourd'hui, je venais de vous dire, si vous créez quelque chose, premièrement, ne le créez pas sous prétexte que je serai aidé par quelqu'un. Car le jour que tu ne seras pas aidé, tu vas abandonner. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont commencé, quelques temps plus tard, ils ont abandonné. Parce qu'ils ont commencé comme fond de démarrage, ce qu'il y aura tel qui m'accompagnera quand il verra. Non. Alors, tu dois d'abord te suffire en toi-même. Ça veut dire quoi? Quand moi, comme je l'avais dit au départ, j'avais demandé à Dieu, si tu me donnes un petit moyen, n'est-ce pas? Je vais mettre ça à la disposition de la création d'un orphelinat pour aider les orphelins. Donc, malgré que je n'ai pas donné l'adresse, c'est à Lingwala, c'est à l'avenue Nyangwe, numéro 279, c'est là où il y a l'orphelinat. C'est mon secret, juste à côté de Kin Marché. Vous êtes à la Sanef, Kin Marché, la parcelle suivante, c'est là où il y a la fondation. Alors là, il y a des orphelins, des anges, comme je les appelle, ils étudient des filles et des garçons. 50 au total. Mais avez-vous déjà bénéficié d'un soutien de la part de l'État? C'est la question que je suis en train de dire. C'est-à-dire, jusque-là, par rapport au financement, je n'ai reçu le financement de personne. Des personnes. Même pas un partenaire international? Non, non, non. Du moins, il y a des volontaires, bien sûr, des volontaires. Les volontaires ne sont pas réguliers. Les volontaires sont irréguliers. Ils peuvent venir aujourd'hui, demain, ils ne viennent pas, ils viennent peut-être l'année prochaine. Mais c'est encourageant aussi parce que... Donc la fondation n'a pas de partenaire? La fondation n'a pas de partenaire. La fondation n'a pas de partenaire. D'ailleurs, c'est lui qui devrait être partenaire fiable des financements de cette Donc vous êtes trop riche alors? Je ne suis pas trop riche. Oui, je le suis. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est que vous avez en vous. Aujourd'hui, vous pouvez décider de dire que je vais arriver à Kingasani Asuka. Mais pour arriver à Kingasani Asuka, il faut payer les transports, n'est-ce pas? Il faut payer les transports. Mais vous n'avez rien dans la poche. Mais ce que vous avez, c'est la pensée d'aller là-bas. Mais la seule chose, créer le mécanisme, savoir qu'au cas où je n'ai pas trouvé l'argent, que je peux aller là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire que
la grande richesse, c'est l'engagement. Vous voyez comme on est avec toi sur ce plateau? Oui. Si je vous dis, messieurs les journalistes, est-ce que vous pouvez sursauter cet immeuble? Vous n'allez pas le faire. Mais si on sent seulement quelqu'un par terre, vous allez sauter ici. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous n'avez pas appris sur les sports, vous n'êtes pas sportif, vous n'avez aucune possibilité de le faire. Cette possibilité, vous êtes motivé par quoi? Par le fait de croire que ce qui arrive, ça peut me faire du mal et vous avez pris l'engagement. Cet engagement-là, c'est ça la grande richesse. Quand j'ai l'engagement de faire ceci, et c'est ça même l'énergie pour moi. Je me bats avec ce que Dieu me donne et aussi, je félicite aussi les gens de bonne volonté qui nous accompagnent, des volontaires. Des volontaires. Parce que ceux qui ont des moyens ne peuvent jamais penser à ça. Mais ceux qui n'en ont pas, avec leurs petits moyens, ils sont là, ils viennent deux fois contribuer avec le peu qu'ils ont. C'est un peu ça. Président Jean-Bernard Boulaboula, entre nous soit dit. Les jours où la première dame est venue vous rendre visite à la fondation. Pourquoi vous insistez sur cette question? Elle vous a remis combien? Entre nous. Non, vous savez, cette question-là, vous allez risquer de donner l'impression aux spectateurs ou ces gens qui peuvent avoir la volonté de contribuer, que c'est ce que tout le monde avait pensé. Même les gens avaient dit, mais vous avez rencontré la première dame. Fatih Benton. Oui. Ah oui. Parlons-en aussi. Les jours qui vous a reçu. Là. Moi, je voudrais que ça soit dans un autre cadre. Je voudrais, parce que je ne voudrais pas qu'on parle de cette question-là. Je voudrais que nous parlons 100% de l'orphelinat. Alors, moi, je voudrais... le Fatih n'est pas venu à l'orphelinat. Vous êtes allé vers le chef de l'État. Voilà. Mais on ne peut pas avoir les chefs et puis sortir main vide comme l'on était venu. C'est pourquoi moi, je voudrais... Combien avez-vous eu ces jours-là? Non, je vais vous dire... Vous avez fait un bon. Ah, mon frère. Vous avez fait un chèque. Je voudrais... cette émission, elle est la meilleure émission qui peut motiver aussi les gens à marcher sur le pas. Vraiment, je l'admire. Mais je ne voudrais pas que les gens aient l'impression que nous recevons de l'argent auprès des autorités politiques. Et vraiment, je ne veux pas que les gens aient cette intention-là. Vraiment, laissons le président de la République libre. Et la première dame, elle a beaucoup de choses à faire. Et c'est quelqu'un qui aime bien aider, qui aime bien accompagner des bonnes visions. Vraiment, j'admire. Mais vous dites tantôt ici que la fondation n'a pas de partenaire. N'a pas de partenaire. Tous ces gens-là qui vous donnent, je ne sais moi, un bidon d'eau, peut-être une mousse et tout, comment vous les qualifiez? Comment vous les considérez? Non, ce ne sont pas... Quand on parle d'un partenaire, on parle d'un partenaire, quelqu'un lié à un contrat. C'est-à-dire, vous savez que, par exemple, je donne un exemple. Mais les contrats peuvent aussi être verbal. Ça peut être verbal, n'est-ce pas? Oui. Mais on parle d'un régulier. Il y a, dans le partenariat, on ne parle pas. Parce qu'il y a deux volontaires et des partenaires. Un volontaire, c'est quelqu'un qui peut passer comme ça. Moté mes métiers bas, il vient, il donne quelque chose. Mais il ne vous est pas partenaire. Il a donné seulement, il est parti parce qu'il sait ce qu'il a. Et il ne reviendra peut-être. Mais à chaque fois que vous êtes buté à une difficulté, n'est-ce pas, vous avez des gens ou une liste de personnes que vous contactez. Et à chaque fois contactés, elles réagissent. Ah là, c'est une bonne question aussi. Oui. Je vous dis, ici à Kinshasa, au Congo, dans notre pays, souvent ces genres de trucs qu'on a créés ici, il y a toujours des gens qui pensent que c'est créé pour se faire de moyens. Ça, c'est une chose. Je vous dis que vous pouvez avoir une difficulté, vous écrivez à quelqu'un. Mais peut-être la réponse qu'elle vous fera, vous n'allez plus reprendre à le faire à quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle toute vision qui provient de Dieu, il y a toujours ce que Dieu fait derrière ça. Avec le paix là que Dieu me donne, avec les efforts que je fournis. Mais dans la surprise, tu peux voir quelqu'un venir. Pop. Par exemple, supposons, là, chez moi, là, dans l'orphelinat, les enfants mangent un sac de riz les jours. Pour 31 jours, 31 sacs de riz. Tu es obligé d'acheter un sac de riz chaque jour. Wow. Ça peut arriver comme ça, vous n'avez plus rien. Vous n'avez rien. Et après, il y a quelqu'un qui passe seulement que... Non, je vis... Il y a un orphelinat ici. Il entre comme ça et dit, je peux acheter seulement un sac de riz. Et vous ne les connaissez pas. Et vous lui dites, est-ce que vous voulez laisser les numéros? Il dit non, je ne laisse pas les numéros. Ah bon? Oui, je ne laisse pas mon numéro. Mais comment faites-vous pour attirer
toutes ces personnes-là, comment vous faites? Voilà pourquoi tout ce que... Ce sont des gris-gris, permettez-moi. Ce n'est pas les gris-gris. La grande force, c'est savoir-faire. Ok. Vous savez, ce qui nous a attirés vers cette émission, c'est ce que vous faites. Ok. On regarde la performance de l'émission. On est motivé d'être là. Merci, Président. Voilà. Et c'est la même chose avec nous. Je venais de vous dire ici. Une chose est certaine, que si vous voulez que des grands viennent vers vous, ne cherche pas les grands. Faites ce qui est grand. Les grands viendront vers vous. Ce qui est grand attire les grands. Parce que ça vous rend aussi grand. Parce que les grands sont appelés par les grands. Les grands sont attirés aussi par les grands. Maintenant, pour que vous soyez... Vous voyez aujourd'hui, vous êtes grand, vous savez ça? Merci, Président. Vous recevez des grandes personnalités. Oui, oui. Des officiels. Mais prenez-vous en tant que Bruno Mbouy, dans la maison de son père, de sa mère ou chez vous, dans votre maison propre. Qui est cette personne-là qui viendra vous chercher? Personne. C'est grâce à cette richesse que vous avez exposée, c'est ce qui a attiré les gens. Pour moi, le fait de sauver les vies de gens, et quelqu'un voit que non, un enfant qui devrait être dans la rue, être Koulouna, un enfant qui pouvait tenir la machette, me décapiter, ravir tout ce que j'ai, et mes enfants restent des orphelins. Mais ce monsieur a eu la volonté de le prendre en charge, qui n'est pas son propre enfant. Vous voyez cette personne-là, c'est déjà un appel, vous l'avez appelé, c'est ça même la vraie stratégie. C'est la vraie stratégie. Voilà. Président Bernard, dans cette émission, La Voix de la Population, compte j'aime bien être appelé Boulaboula. Boulaboula, c'est mieux. Ah, Boulaboula Jean-Bernard. Jean-Bernard, là, c'est pour le blanc. Moi, je suis congolais. Boulaboula. Boulaboula. Oui. Dans cette émission Salon Patriotique, Okay. La Voix de la Population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Le rôle de l'assureur que nous sommes est de protéger la population des aléas de la vie quotidienne. Chez nous, humanité, professionnalisme et diligence sont les maîtres mots de notre travail au quotidien. Nous sommes Activa Assurance. Nous sommes passionnément clients. Activa Assurance, passionnément client. Je vous lis la première question. La première question est signée Eli Mungisho. Eli vous demande ceci. Il dit, quelle transformation concrète avez-vous observée dans les communautés bénéficiaires? Les transformations concrètes. Un peu concrètes que vous avez observées dans tous ceux qui bénéficient du service de la Fondation. Okay. Tous ces orphelins, le fumeur, le veuve, quelle transformation vous avez vraiment dans la transformation, je répondis ici, nous avons des licenciés. Et non seulement le problème, ce n'est pas d'être licencié. Que vous-même, vous aviez scolarisé depuis la maternelle, primaire. D'ailleurs, je vous parle que l'autre, celui Jean-Paul là, Malou, que je vous parle, les internautes vérifient sur sa page Facebook. Et lui, n'a même pas fait l'école primaire ni maternelle. Il a fait comment? Vu son âge, il était dans la rue, je l'ai récupéré. J'ai dit, tu dois apprendre l'alphabétisation, comment écrire, comment lire. Il a appris. Il est entré maintenant dans les centres de rattrapage scolaire. Je crois que c'est Sir Roulieri ici. Là, directement, il a appris. Il a fait l'autodidasme. Voilà. Là-bas, après avoir appris, et un jour, il me dit, je peux aussi présenter l'examen d'État. Wow. J'ai dit, tu vas présenter l'examen d'État. Il est parti, il a fait l'examen d'État, il a réussi. Il a réussi, et là, il va faire l'université. Toujours entre mes mains. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'être licencié. L'objectif, ce n'est pas d'être licencié. L'objectif, c'est de devenir autonome. Savoir acheter de soi-même le pain, payer seul la maison, payer seul ses habits. Et aujourd'hui, il a fait demande les jours, parce qu'il était en Bujimaï, dans une mission de service où il a fait un mois. À son retour, sa fiancée qui est partie, il l'a rencontré. Wow. Et quand la fiancée avait tourné les dos comme ça, j'ai les images, et quand sa fiancée a tourné les dos comme ça, elle a fait une surprise de mariage à sa fiancée. Wow. Maintenant, prenons le temps quand cet enfant était dans la rue. Quelle est la fille qui pouvait accepter d'aller rencontrer ce monsieur? Voilà les résultats de la transformation. Félicitations. Merci beaucoup. Et chez les filles mères, comment vous faites? Chez les filles mères,
Chez le FIMER, vous avez aussi observé... Chez le FIMER, la transformation, c'est qu'il y avait plusieurs FIMER. Vous trouvez un enfant de 22 ans qui a peut-être 3 enfants sans un mari, qui est toujours chez elle. Nous les avons rassemblés. Merci beaucoup à certaines structures que nous avions sollicitées et pour nous accompagner dans la formation sans rien payer. En coupe et couture. Ils ont appris, elles ont appris à coudre, tout ça. Après quoi, ces filles sont devenues autonomes. Prenons le veuve. On les a appris à cultiver. Je crois que je vais balancer, je vais vous envoyer une image que vous allez balancer. Ces veuves-là, autant de veuves, après avoir appris sur la cultivation, comment cultiver dans le secteur agro-pastoral, qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, c'est fini. Maintenant, on va faire quoi? Parce qu'on a appris. On doit faire quoi? J'ai la ferme qui mesure plusieurs hectares. Vous avez aussi une ferme? Oui. J'ai sacrifié ça. Je vais vous balancer des images, vous allez voir ça. Et finalement, vous êtes riche et vous vous cachez, vous? Non, je ne suis pas riche. Oui, je suis riche, comme je l'ai dit, mais pas dans les contextes de ce que les gens pensent. Parce que les gens pensent toujours la richesse, ça va à l'argent, mais la richesse, c'est l'expertise, le savoir-faire. On prend la deuxième question. Oui. La deuxième question est signée Fidèle Ezea. Fidèle demande, comment mesurez-vous l'impact social de vos actions sur le terrain? C'est la dernière question des internautes. Je vais arriver à sa avant question. De vous libérer. Voilà, je vais arriver à sa question. Aujourd'hui, ces veuves-là, j'ai pris cette ferme, j'ai pris une grande partie, j'ai donné aux veuves. On n'a plus de temps. Nous courons derrière. Voilà, j'ai donné aux veuves. Par rapport à la question, l'impact. Comment mesurez-vous l'impact social de vos actions? J'ai réduit les taux de l'insécurité. Vous avez réduit les taux de l'insécurité? Ouais, dans la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas Jacquemain Chabani? Non, c'est moi. C'est pas Jacquemain Chabani, c'est moi. Parce que moi, j'ai récupéré... Lui a lancé l'opération Dobo. Permettez-moi, mais Jacquemain Chabani vient d'arriver. Et puis, quand Jacquemain Chabani, félicitations au travail qu'il est en train de faire, je le félicite, il est fort, et il a félicité. Mais ici, Jacquemain Chabani arrête, il le ramène à Kanyamaka, c'est tout consort. Mais moi, je vis avec eux. Prenons 50 enfants. 50, c'est ceux qui sont maintenant sur place. Les 50 enfants orphelins qui sont à l'orphelinat maintenant quand je suis en train de parler. Je crois ces jours-là, vous m'avez vu revenir de leur école. Je revenais de la tente de la Gombe. Vous avez vu dans ma voiture. Ils étaient là. J'étais parti les récupérer. Ok. Voilà. Alors maintenant, prenons 50 enfants dans la rue, c'est 50 machettes. Donc vous avez réduit sensiblement les taux d'insécurité dans la province de Kinshasa. Vous voyez l'impact? Je vois l'impact. Voilà. Et puis, ces enfants-là, 50 machettes, peuvent éliminer même 1 million de personnes. 50 machettes. C'est que vous savez que si un seul enfant par mois peut tuer, peut couper la machette 50 personnes, maintenant prenons 50 personnes multipliées par autant de mois par an, ce qui veut dire que j'ai réduit un grand taux de l'insécurité. Aujourd'hui, les enfants qui étaient l'insécurité contre la République, aujourd'hui, ils sont devenus utiles pour la République. Quand vous partez là-bas, il y a des électriciens, il y a des couturiers, il y a... Voilà, c'est un peu ça. Président Boulaboula, l'émission touche à sa fin. Si vous avez un dernier mot ou un message, quel serait-il? Le message que je paie, la caméra est là. Le message que je paie, premièrement, c'est aux gens de bonne volonté. Aux gens qui ont de l'amour pour cette œuvre que nous sommes en train de faire. Je vois des millions qui sont dilapidés dans des choses vaines. Mais là, voilà là où il faut investir. L'orphelinat, là où il se trouve, on est locataire. Je paye $700 le mois. Ces $700, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui peut me suivre à la télé ici, me dire que non, il m'a déjà envoyé $700 pour payer les loyers une seule fois. Ces enfants étudient à l'Athénée de la Gombe. L'Athénée de la Gombe, on paye le frais. À l'Athénée de la Gombe, on paye $350 par enfant. Sans compter les frais annexes, parce que vous savez, c'est une école de qualité. Nous avons des enfants qui étudient ici à La Pousette. La Pousette, c'est une école privée. Là, on paye $450. Les enfants mangent
par jour un sac de riz sans compter les codiums. Et les enfants, des fois, je suis obligé de les laisser aller faire le pied de l'Athénée jusqu'au centre, ou du centre jusqu'à l'Athénée. J'ai besoin de l'appui de tout le monde. N'attendez pas à avoir des millions. J'ai toujours dit, la grande richesse, ce n'est pas 1 milliard de dollars, mais c'est le cœur. Un riche, c'est celui qui a une aiguille, mais qui souffre dans son cœur, cherchant à partager cette aiguille avec celui qui n'en a pas. Mais un pauvre, c'est celui qui peut avoir des millions dans la banque. Il pense toujours, quand je dépense, je dois perdre. Et ce que nous allons faire, contribuer à l'aide, c'est ça même l'œuvre de Dieu. Vous partez gêner 50 jours, 450 jours, ce n'est pas mauvaise chose. Mais vous avez combien dans la banque? Il y a un enfant qui souffre. Ne savez-vous pas que cet enfant qui est dans la rue, du retour de votre gêne, il manque où mettre la tête, il peut vous décapiter. Et vous n'allez même pas manger cet argent-là, mais nous l'avons récupéré. Nous avons besoin de votre accompagnement. Aidez-nous. Vous pouvez décider aujourd'hui que, à part moi, je vais commencer à payer les loyers pour l'orphelinat. Vous pouvez dire que non, je vais souscrire pour autant. Pour les études, pour la nourriture, les habits des enfants, tout ce que vous pouvez avoir. Venez. Vous allez nous contacter au numéro plus 243 81 41 466. Nous sommes au niveau dans la commune de Lingouala, j'allais dire, c'est l'avenue Nyangwe, numéro 279, arrêt Assanef, commune de Lingouala. Aux autorités de la République, accordez-moi des secondes. Je vous en prie. Aux autorités de la République, Monsieur le Président de la République, voilà cette œuvre. Peut-être cette émission pourra vous parvenir. Ces enfants ont besoin de vous. Vous êtes de votre accompagnement. Madame la ministre des Affaires sociales, Excellence Bazaïba, ne répétez pas les erreurs de votre prédécesseur. Mais veillez. Elle était trop plus dans les actions humanitaires. Parce que dans les actions humanitaires, elle savait que non, là-bas, il y a ce qu'on envoie. Elle ne connaît même pas combien d'orphelinats y a-t-il à Kinshasa. Elle ne connaissait pas. Mais vous, quel que vous êtes là, faites un état des lieux. Identifiez les orphelinats. Regardez, nous avons tous les documents, par exemple. Et il a fait asseoir l'arrêté ministériel. Il y a plus de combien de milliers d'arrêtés ministériels qui sont là. Venez aujourd'hui, revenez demain. Bien que nous avons les documents du secrétariat qui remplacent quand même l'arrêté, c'est une bonne chose, mais nous devons avoir l'arrêté. Il y a des gens, président de la République, on avait parlé de ça au Parlement, croyant peut-être qu'il y aura la solution. Il y a des ONG mallettes. À chaque fois, quand il y a la loi budgétaire, ces gens-là partent, ils récupèrent de l'argent. Mais ils n'ont pas des orphelinats. Cherchez à identifier. Mais des vrais orphelinats qui peuvent bénéficier de ces choses n'en bénéficient pas. Mais les gens qui ont des ONG mallettes, je croyais quand on en avait parlé la fois passée, les députés en ont déclaré au Parlement, je croyais qu'on pouvait trouver la solution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils partent toujours au guichet, ils prennent l'argent parce qu'ils ont des documents. Mais ceux qui ont des documents et des orphelinats réels, des projets concrets, ils ne sont pas financés. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin de votre aide. Je salue ma très chère épouse, Séverine Ngaloula Boula, que j'aime beaucoup. Je salue mon manager qui est avec moi ici, Toutou Roba, qui est toujours avec moi partout, et le petit Jean-Paul Moutombo, qui est là avec moi, mon petit frère. Je salue tous les militaires, bien moi-même enfant militaire. Je salue mes enfants de l'orphelinat, c'est mon secret, tous les orphelins de la ville-province de Kinshasa et en général tous les orphelins de la République démocratique du Congo. Que Yahweh vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission du Salon Patriotique consacrée à un thème rempli d'humanité et d'engagement, je cite, « De la philanthropie à l'action. Comment la Fondation Mon Secret transforme la société congolaise ?» Nous retiendrons aujourd'hui qu'il ne faut pas être riche pour faire le bien, mais il faut avoir un cœur qui aime et des mains qui agissent. À travers la Fondation Mon Secret, nous avons découvert qu'avec peu de moyens, mais avec beaucoup de volonté, on peut apporter un changement concret dans la vie de nombreux Congolais.
Merci à notre invité, le président de la Fondation Mon Secret, pour sa disponibilité et sa contribution à la construction d'une société plus juste et solidaire. Et bien sûr, un grand merci à notre partenaire Active Assurance, société à laquelle moi, ma famille et mes biens sont assurés. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que c'est faire assurer, c'est faire preuve de prévoyance et de responsabilité. Faites comme moi, choisissez Activa Assurance pour vivre l'esprit tranquille. Merci Président d'être venu au Salon Patriotique. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment d'être venu chez nous. Merci de porter la considération sur ma personne. Merci Président. J'invite aussi tout le monde qui a de l'expertise de pouvoir venir le partager sur ce plateau. Et ce ne serait pas ni la première ni la dernière. Merci Président. Je serai encore ici. Merci Président. Le message est passé.